Bienvenue dans ce nouveau décryptage signé MedAcademy. Notre philosophie reste la même, learn, diagnose, excel. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument absolu de la pathologie cardiovasculaire. L'objectif est clair, on va tout déconstruire pour comprendre, retenir et surtout ne plus jamais hésiter au moment de poser le diagnostic. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Ces chiffres, ils font vraiment froid dans le dos. 10% de mortalité dès la toute première année et, attention, une effarante mortalité de 50% à 5 ans. Ça veut dire que si on passe à côté des signes annonciateurs, le pronostic vital est très vite et très gravement engagé. Alors, quel est ce fameux syndrome qui pèse si lourdement sur la santé mondiale ? On parle bien évidemment de l'insuffisance cardiaque. Pour faire simple, c'est l'incapacité totale de la pompe cardiaque à assurer un débit sanguin suffisant pour répondre aux besoins en oxygène de notre corps, que ce soit pendant un effort ou même au repos. C'est littéralement l'aboutissement le plus redoutable de presque toutes les cardiopathies. On passe à la première étape cruciale, les mécanismes de cette défaillance. L'analogie du robinet, c'est vraiment le meilleur moyen de visualiser ce double problème mécanique. Quand la fonction de la pompe chute, ça déclenche deux catastrophes en simultané. D'un côté, on a une baisse critique du débit en aval, ce qui prive directement les organes de sang, et de l'autre, une montée en flèche hyper dangereuse des pressions en amont. Ça va provoquer une stagnation énorme, comme un gros bouchon sur l'autoroute, créant une congestion massive dans tout le réseau veineux. Et là, il faut absolument distinguer deux grands mécanismes. D'un côté, l'insuffisance cardiaque systolique. Le cœur est dilaté, fatigué, on a un vrai défaut de contractilité, d'inotropisme. De l'autre côté, l'insuffisance cardiaque diastolique. Là, le muscle s'épaissit, il s'hypertrophie. Le cœur devient rigide, il perd toute sa compliance et ne peut littéralement plus se remplir correctement. Ce qui nous amène à l'impact anatomique direct. L'insuffisance ventriculaire gauche, l'IVG, va faire exploser la pression en amont, c'est-à-dire en plein dans la circulation pulmonaire. A l'inverse, l'insuffisance ventriculaire droite, l'IVD, va bloquer le sang dans tout le système veineux systémique global. Et c'est exactement cette mécanique implacable qui va dicter tous les signes qu'on va observer au lit du patient. Ce qui nous amène au deuxième point, les signes cliniques et la classification NYHA. Avant d'aller plus loin, il faut absolument avoir cette grille d'évaluation en tête. La classification NIHA évalue la dyspnée, donc l'essoufflement. Classe I, tout va bien, aucune limitation physique. Classe 2, ça commence à coincer pour les efforts importants. Classe 3, une limitation franche même pour les petits efforts de tous les jours. Et la classe 4, c'est le stade ultime, la dyspnée est présente au repos absolu. C'est l'indicateur pronostic par excellence. Faisons un focus sur le cœur gauche. La pression pulmonaire monte, ce qui déclenche le symptomètre, la dyspnée. Mais attention, le signe le plus redoutable, l'urgence absolue à repérer, c'est l'OAP, l'œdème aigu du poumon. Les alvéoles se remplissent de liquide. À l'auscultation, ça donne les fameux râles crépitants, vous savez, ce bruit très caractéristique qui ressemble à du gros sel qu'on écrase. Et si ça vient du côté droit, eh bien le sang stagne dans tout le système veineux. Le foie s'engorge, il devient gros et douloureux, c'est l'hépatomégalie. Les veines du cou gonflent de façon spectaculaire, c'est la fameuse turgescence jugulaire. Et avec la gravité, tout ce liquide redescend et crée des œdèmes massifs au niveau des jambes. Évidemment, si le cœur entier flanche, on va retrouver un mix complet de tous ces signes gauche et droit. Troisième grande partie, les examens complémentaires et comment éviter les pièges. Le premier réflexe, c'est très souvent la radiographie du thorax. Qu'est-ce qu'on cherche ? Une silhouette cardiaque manifestement trop large, la cardiomégalie. Le chiffre magique à retenir ici, c'est un index cardiothoracique supérieur à 0,5. C'est la preuve visuelle immédiate qu'il y a un remodelage ou une grosse dilatation des cavités. Mais l'imagerie toute seule ne fait pas le travail. On a un match très intéressant entre la biologie et l'échographie. D'un côté, les biomarqueurs, le BNP et le NT-proBNP. Ils sont libérés quand les fibres du cœur sont trop étirées. Leur super pouvoir, une valeur prédictive négative en or massif. En clair, si leur taux est normal, on peut quasiment rayer l'insuffisance cardiaque de la liste. De l'autre côté, l'échocardiographie, c'est le juge de paix. Elle confirme le diagnostic, évalue les dégâts et donne le chiffre clé indispensable, la fraction d'éjection. Mais attention, tout n'est pas toujours une ligne droite. Face à un patient qui arrive complètement essoufflé, il y a un piège clinique redoutable qui tombe à peu près à chaque fois, que ce soit aux urgences ou dans les dossiers d'examen. La solution de ce piège, elle est planquée dans l'hémogramme. Face à une dyspnée, on pourrait s'attendre à une anémie, ce qui viendrait aggraver le travail du cœur. Mais si vous voyez un hématocrite anormalement élevé, attention, c'est le signe que l'organisme essaie de compenser un manque d'oxygène chronique. Ça doit immédiatement orienter la cause de l'essoufflement vers un problème pulmonaire, comme une BPCO par exemple, et pas vers un souci purement cardiaque. C'est un vrai game changer pour le diagnostic. Quatrièmement, l'arsenal thérapeutique. Comment on stabilise ce cœur ?
En pleine situation de crise, comme un OASP ou un choc cardiogénique, chaque seconde compte. Le protocole d'urgence, c'est l'oxygénothérapie immédiate, des diurétiques de lance à forte dose pour vider toute cette congestion, et si la tension s'effondre, on dégaine des inotropes positifs comme la dobutamine pour forcer le cœur à pomper. Pour l'insuffisance cardiaque chronique avec une fraction d'éjection réduite sous les 50%, le plan de bataille est ultra codifié. Étape 1, on sort l'artillerie pour bloquer le système neuro-hormonal, avec des IEC, des bêta-bloquants et les formidables inhibiteurs de SGLT2, tout en gérant les volumes avec des diurétiques. Si le cœur reste sous les 35% malgré tout ça, on passe à l'étape 2, les thérapies par appareillage, comme la résynchronisation. Et si on arrive au bout des options, l'étape 3, c'est l'assistance mécanique ou carrément la transplantation. Le paradigme change du tout au tout pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Là, le cœur se contracte bien, mais il ne se remplit pas. On va surtout cibler la congestion avec les diurétiques et traiter agressivement les comorbidités comme l'hypertension ou le diabète. La véritable révolution de ces dernières années, ce sont encore une fois les inhibiteurs de SGLT2. Ils ont prouvé leur capacité incroyable à faire chuter la mortalité, même quand la fraction d'éjection semble tout à fait normale. Enfin, 5e et dernière partie, la prévention et le suivi médical à long terme. Un suivi en béton, c'est la clé de la survie. Les mesures d'hygiène de vie ne sont pas négociables. Un régime très pauvre en sel pour stopper la rétention d'eau et une pesée quotidienne. Une prise de poids fulgurante, c'est le signal d'alarme silencieux numéro 1 d'une décompensation. On n'oublie surtout pas le vaccin antigrippal pour esquiver les infections pulmonaires et bien sûr, une réadaptation cardiaque indispensable pour redonner aux patients une vraie qualité de vie. Voilà, les mécanismes, les signes cliniques, les pièges classiques et les traitements n'ont désormais plus aucun secret. Le clinique est affûté. Mais pour maîtriser tout ça, rien ne vaut la vraie pratique. Un nouveau cas clinique bien corsé vient d'être épinglé dans la description de ce décryptage. Sauras-tu repérer le petit détail qui fait basculer tout le diagnostic ? Écris ton analyse détaillée directement dans les commentaires. Si ce décryptage méthodique a permis de consolider des concepts vitaux, il ne faut surtout pas oublier de laisser un like, de partager un retour en commentaire et de s'abonner à MedAcademy pour ne rater aucune de nos masterclass. On se retrouve très vite pour continuer à déjouer les urgences et exceller dans les diagnostics. À très bientôt.